Tout le monde lui avait dit qu'elle finirait par craquer. Il disait que lorsque l'alpha Dominique Sterling mettrait enfin de côté sa compagne de rang inférieur pour une alliance politique, Sienna tomberait à genoux, le supplierait et inonderait la maison de la meute de ses larmes. C'était purement biologique, n'est-ce pas? Le rejet d'un alpha est censé être une condamnation à mort pour le cœur. Dominique y croyait aussi. Il s'était préparé à ses cris. Il s'était préparé à la culpabilité. Mais lorsqu'il a porté le coup de grâce qui a brisé leur lien de 3 ans, il n'a pas entendu le moindre sanglot. Il a vu un sourire froid, terrifiant, chirurgical, qui n'atteignait pas ses yeux. Et le temps qu'il comprenne ce que ce sourire signifiait, le lit était vide, son odeur avait disparu, et le roi se retrouvait à régner sur un royaume de poussière. C'est l'histoire de l'alpha qui se croyait le maître du jeu, pour finalement réaliser qu'il n'était qu'un pion. Le champagne dans le verre de Sienna Mercer était tiède depuis 20 minutes, mais elle s'accrochait à la coupe en cristal comme si c'était la seule encre qui l'empêchait de dériver à la surface de la terre. La salle de bal de la maison de la meute Sterling était un chef-d'œuvre d'architecture moderne et de richesse ancestrale. Des murs de verre allant du sol au plafond donnaient sur les vastes forêts de l'État de Washington, la pluie s'abattant contre les vitres dans un battement de tambour rythmé et violent. À l'intérieur, cependant, l'air était étouffant, parfumé par les senteurs de Cologne coûteuse, de venaison rôtie, et par l'odeur métallique sous-jacente des phéromones en effervescence. C'était le gala du solstice d'hiver de la meute. C'était aussi, officieusement, le 3e anniversaire du jour où Dominique Sterling, l'alpha de la plus grande meute de la côte ouest, avait trouvé sa compagne. Sienna lissa le tissu de sa robe. Ce n'était pas une robe de créateur comme celle que portaient les épouses du Haut Conseil. C'était une simple robe nuisette vert émeraude qu'elle avait achetée en magasin, ajustée de ses propres mains à sa silhouette élancée. Elle était médecin de la meute, une guérisseuse, pas une guerrière, et certainement pas de la royauté. Il a l'air agité, murmura une voix à côté d'elle. Sienna ne se retourna pas. Elle savait que c'était Cale, le bêta de Dominique, et peut-être la seule personne dans cette pièce qui ne la regardait pas, comme si elle n'était qu'une solution temporaire. « C'est l'alpha, Cale », répondit Sienna, sa voix stable, bien que sa louve arpentât anxieusement les tréfonds de son esprit. Quelque chose ne va pas. Le lien semble chargé d'électricité statique. L'agitation est son état normal. Pas comme ça, prévint Cale, en faisant tourner son scotch. Il a été en réunion avec la meute du Sud toute la semaine. Avec elle. La poigne de Sienna sur son verre se resserra. Elle. Lydia Vane, la fille de l'alpha du Sud, une louve au pédigree aussi long que le littoral, aux cheveux blonds qu'on aurait dit filés d'or, et à la soif de pouvoir qui rivalisait avec celle de Dominique. Il m'aime, Cal, chuchota Sienna, bien que cela sonnât plus comme une question qu'une affirmation. Je sais qu'il m'aime. Cale soupira, détournant le regard. Mais Dominique aime son héritage plus encore. Un silence tomba sur la salle. Les lourdes portes en chêne en haut du grand escalier s'ouvrirent. Dominique Sterling apparut. Il était une force de la nature, mesurant 1,93 m, avec des épaules assez larges pour porter le poids de tout le territoire. Il portait un smoking qui semblait sur le point de craquer sous ses muscles. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière, sa mâchoire contractée en une ligne de détermination sinistre. Ses yeux, d'un gris orageux, balayèrent la salle, se fixant sur Sienna une fraction de seconde avant de s'en détourner. Il tressaillit. Sienna le sentit à travers le lien. Un recul vif et cinglant, comme si la regarder le faisait physiquement souffrir. « Ma meute !» La voix de Dominique résonna, amplifiée par l'acoustique de la salle. Il n'avait pas besoin de micro. Son commandement d'alpha exigeait le silence. Ce soir est une célébration de notre force, de notre survie à travers un hiver rigoureux. Mais le devoir d'un alpha n'est pas seulement de survivre, c'est de s'assurer que nous prospérons. Le cœur de Sienna martelait contre ses côtes. « Ça y est », gémit sa louve. « La demande. Il va enfin nous marquer publiquement. » Dominique descendit les escaliers, mais il ne se dirigea pas vers Sienna. Il s'arrêta en bas, se tournant vers l'entrée VIP. « La meute Sterling s'est longtemps battue pour les frontières avec le Sud, » continua Dominique, sa voix dénuée de chaleur. « Du sang a été versé, des vies ont été perdues. Aujourd'hui, je mets fin à cette guerre. » Il tendit la main. Lydia Vane sortit de l'ombre. Elle était resplendissante dans une robe d'argent scintillant, ayant tout d'une reine Luna. Elle prit la main de Dominique, ses yeux lançant un éclair triomphant vers le coin où se tenait Sienna. « Je suis fière d'annoncer, » dit Dominique, les mots semblant être des pierres acérées dans l'air, l'union des lignées Sterling et Vane. Lydia Vane sera ma Luna. Nous serons unis lors de la prochaine pleine lune. Le silence qui suivit fut absolu. Ce ne fut pas une acclamation.
Ce fut une inspiration collective. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent. 300 paires d'yeux pivotèrent de l'alpha sur la scène vers la femme en robe verte près du bar. Ils s'attendaient au bruit d'un verre qui se brise. Ils s'attendaient à un cri. Ils s'attendaient à ce que Sienna tombe à genoux, écrasée par la dévastation biologique du rejet d'un partenaire prédestiné. Dominique la regarda, puis il se prépara. Il pouvait sentir le lien entre eux se déchirer, s'effilocher comme une corde sous une tension trop forte. Il vit la couleur quitter son visage. « Pardonne-moi », pensa-t-il, projetant cette pensée vers elle tout en la bloquant pour l'empêcher de répondre. « Je dois faire ça pour la meute. Tu n'as jamais été assez forte pour les protéger. Et moi si tu le dois, mais ne fais pas de scène. » Sienna se tenait figée. La douleur était aveuglante. C'était comme si quelqu'un avait plongé la main dans sa poitrine et broyé ses poumons avec une presse hydraulique. Sa louve hurlait d'agonie, se recroquevillant dans les recoins de son esprit, mourant à petit feu. Mais Sienna Mercer n'était pas seulement une louve, elle était une orpheline élevée par des humains qui s'étaient battus pour terminer ses études de médecine tout en cumulant 2 emplois. Elle avait recousu des guerriers qui lui crachèrent dessus. Elle avait survécu à une solitude qui aurait tué une femme de moindre envergure. Elle prit une profonde inspiration. Elle enferma la douleur dans une boîte, la verrouilla et avala la clé. Lentement, délibérément, Sienna releva le menton. Elle ne pleura pas. Ses yeux étaient secs, clairs et totalement vides d'émotion. Elle regarda Dominique droit dans les yeux, à travers l'étendue de la salle de bal bondée. Dominique fronça les sourcils, confus par l'absence d'hystérie. Il fit un demi-pas en avant, son instinct de la réconforter luttant avec sa décision de la trahir. Et puis Sienna sourit. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était un rictus découvrant ses dents, une courbure froide et acérée des lèvres qui ne promettait que de la glace. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de réaliser que le jeu était truqué et qui avait décidé d'arrêter de jouer. Elle leva son verre de champagne dans un toast silencieux à son intention. Clink. Elle reposa le verre plein sur le comptoir du bar. Sans un mot, sans un faux pas, Sienna tourna les talons. La foule s'écarta devant elle comme la mer Rouge, terrifiée par l'immobilité absolue qui émanait d'elle. Elle sortit de la salle de bal, le dos droit, la tête haute, laissant l'alpha roi fixant les portes avec un vide soudain et terrifiant qui se creusait dans son estomac. Le trajet de la salle de bal à l'aile privée de l'alpha prenait habituellement 10 minutes. Sienna le fit en 4. Dès que la lourde porte biométrique de leur suite pentouse commune se referma derrière elle dans un sifflement, la façade se fissura, mais seulement légèrement. Elle ne s'effondra pas. Elle ne lança pas de vase. Elle vomit. Elle se précipita vers la salle de bain principale, tombant à genoux devant la porcelaine, son corps expulsant le choc que son esprit refusait de traiter. Elle eut des hauts le cœur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, tremblant violemment. « Lève-toi !» siffla-t-elle à elle-même, sa voix rauque dans l'écho de la salle de bain. « Lève-toi !» Elle s'aspergea le visage d'eau glacée. Elle regarda son reflet. Peau pâle, des cernes se formant, mais des yeux qui brûlaient d'une clarté terrifiante. « Il me croit faible », murmura-t-elle au miroir. « Il pense que je vais rester dans la maison de la meute, vivant dans les quartiers des invités, le regardant s'unir à elle. Il pense que je serai sa maîtresse de l'ombre parce que je n'ai nulle part où aller. » Dominique avait préparé une indemnité de départ. Elle le savait parce qu'elle gérait ses dossiers. Il avait prévu un cottage en bordure du territoire et une allocation mensuelle. Il allait la garder comme un animal de compagnie, en sécurité mais caché, pendant que Lydia régnerait à ses côtés. Il l'avait sous-estimée. Sienna se dirigea vers la chambre. Elle ne prit pas de valise. Les valises étaient encombrantes. Elle signalait un voyage. Elle attrapa un sac de sport tactique au fond du placard, celui qu'elle utilisait pour les évacuations médicales d'urgence. Elle se déplaçait avec une précision militaire. Des vêtements ? Non. Elle pourrait acheter des vêtements. Des bijoux ? Seulement le médaillon que sa mère lui avait donné. Le collier de diamants que Dominique lui avait offert à Noël dernier resta sur la commode. Ordinateur portable ? Oui. Il contenait ses recherches, ses comptes cryptés et les informations compromettantes qu'elle avait collectées sans le savoir depuis des années. Elle ouvrit le coffre-fort derrière le tableau. Dominique pensait être le seul à connaître la combinaison. Il ne savait pas que Sienna avait soigné l'installateur du scanner rétinien pour une entaille 3 ans auparavant et avait mémorisé le code de dérogation alors qu'il délirait de douleur. Bip, bip, clic. Le coffre s'ouvrit. Elle ignora les liasses de billets. L'argent était traçable si les numéros de série étaient enregistrés. À la place, elle chercha le double fond du coffre. Sous la doublure de velours se trouvait un passeport.
Le nom n'était pas Sienna Mercer. Il était inscrit « Dr Sierra Thorne ». Nationalité « Suisse ». Et toujours une stratégie de sortie. Son père le lui avait dit avant l'attaque de renégats qui l'avait tué. Elle fourra le passeport et une clé USB contenant l'accès à des millions de dollars en crypto-monnaie dans son sac. Elle se dirigea vers la table de chevet. Dessus, il y avait une photo encadrée d'eux lors d'une randonnée. Ils avaient l'air heureux. Dominique avait l'air humain, pas comme un roi. Sienna sortit la photo du cadre. Elle ne la déchira pas. Elle ne la brûla pas. Elle la retourna simplement, écrivit 3 mots au dos et la posa face contre l'oreiller. Cesse de chercher. Elle regarda sa main gauche. La bague de promesse, un simple anneau d'argent qu'il lui avait donné avant de devenir alpha, lui semblait lourde. Elle la retira. Elle laissa une bande de peau pâle sur son doigt. Elle laissa tomber la bague dans le verre d'eau à moitié vide sur la table de nuit. Plink. Elle vérifia sa montre. 21h42. Dominique serait coincé dans la file des félicitations pendant au moins 1 heure encore. Lydia exigerait son attention. Sienna alla au placard et enfila un sweat à capuche gris et un jean quelconque. Elle attacha ses cheveux, puis elle fit la chose la plus difficile. Elle s'assit sur le bord du lit et ferma les yeux, plongeant dans la partie la plus profonde et spirituelle de son esprit où vivait le lien de partenaire. Il apparaissait comme une attache dorée reliant sa poitrine à la sienne. Il vibrait actuellement de sa culpabilité et de sa confusion. « Je te rejette », murmura-t-elle. Elle ne pouvait pas briser complètement le lien sans son acceptation, mais elle pouvait le masquer. Elle visualisa un mur de briques. Elle le construisit brique par brique, mortier par mortier, scellant ses émotions loin de lui. De l'autre côté du complexe, dans la salle de bal, Dominique trébucha en pleine phrase. Il se serra la poitrine, le souffle coupé, alors que le bourdonnement chaleureux de la présence de Sienna dans son esprit s'évanouissait soudainement. Ce n'était pas juste silencieux. C'était parti, comme une radio simplement débranchée. « Dominique ?» demanda Lydia, posant une main manucurée sur son bras. « Chérie, les caméras crépitent. J'ai besoin d'un moment, » balbutia Dominique. De retour dans le penthouse, Sienna ouvrit la porte du balcon. La tempête faisait rage dehors. Parfait. La pluie effacerait son odeur en quelques minutes. Elle n'utilisa pas l'ascenseur. Elle sauta par-dessus la balustrade, attrapant le treillis couvert de lierre épais. Elle descendit 3 étages avec l'agilité d'une louve, ses bottes heurtant l'herbe humide en silence. Elle courut. Elle ne courut pas vers le portail principal. Elle courut vers la rivière qui bordait le territoire. Une berline noire attendait là, feu éteint, moteur au ralenti. La vitre se baissa. Un homme humain avec des lunettes fines était au volant. « Vous êtes en retard, Dr Thorne », dit l'homme. « Le trafic était un cauchemar », répondit Sienna sèchement en jetant son sac à l'arrière. « Conduisez. Si nous n'atteignons pas l'aérodrome dans 40 minutes, le jet part sans nous. »« Et l'Alpha ?» demanda le chauffeur, jetant un œil à l'immense maison de la meute illuminée sur la colline. Sienna regarda en arrière une dernière fois. Elle vit les lumières du penthouse s'allumer. Elle imagina Dominique faisant irruption dans la pièce, l'appelant par son nom. Elle l'imagina trouvant la bague dans l'eau. « L'Alpha est mort pour moi », dit-elle. « Conduisez. » La voiture démarra en trombe dans l'obscurité, disparaissant dans la tempête juste au moment où un hurlement d'angoisse pure et sans mélange déchira la nuit, brisant les fenêtres de la maison de la meute Sterling. Dominique avait trouvé la chambre. Il avait trouvé la bague, et il avait réalisé trop tard que le silence était bien pire que les larmes. La tempête cette nuit-là dura 3 jours. Elle emporta chaque empreinte, chaque molécule d'odeur et chaque trace de pneu. Pendant 3 jours, la maison de la meute Sterling ne fut pas un foyer, ce fut un terrain de chasse. Dominique retourna le territoire. Il mobilisa tous les pisteurs, tous les guerriers et tous les drones que la meute possédait. Il ne dormait pas, il ne mangeait pas. Il vivait uniquement de caféine et de l'énergie frénétique et terrifié d'un homme qui réalise qu'il a perdu un organe vital. Alpha. La voix de Cale était prudente, à la limite de la peur. Alors qu'il entrait dans les décombres du penthouse au 4e matin, la pièce était détruite. Le miroir, où Sienna s'était regardée, était brisé. Le lit était dépouillé. Le cadre photo gisait face contre terre. Les mots « cesse de chercher » brûlant un trou dans la rétine de Dominique à chaque fois qu'il le regardait. Dominique se tenait sur le balcon, trempé, fixant la lisière des arbres. Il ressemblait à un fantôme, mal rasé, les yeux injectés de sang, son aura vibrant d'une électricité statique dangereuse et instable. « Rapport !» lança Dominique d'une voix rauque. « Nous avons suivi les traces de pneus jusqu'à l'ancienne route forestière, » dit Cale, tenant une tablette. « Elles s'arrêtent à la rivière. Nous avons trouvé des traces de pneus menant dans l'eau. » Dominique se retourna brusquement. « Dans l'eau ? On dirait que la voiture est tombée du pont, Alpha. »
Le courant est fort. Nous avons envoyé des plongeurs, mais... Kyle laissa sa phrase en suspens. Il ne mentionna pas qu'il n'avait pas trouvé de corps. Il savait que Dominique avait besoin d'espoir, même s'il était faux. « Elle n'est pas morte », gronda Dominique, l'or dans ses iris s'enflammant. « Je le sentirai. Le lien, il est assourdi. Il est bloqué, mais il n'est pas rompu. Elle est là, quelque part. Dominique. » La voix était tranchante, impérieuse. Lydia Vin se tenait à l'entrée. Elle était vêtue d'un blanc immaculé, un contraste saisissant avec le chaos boueux et sanglant de la pièce. Elle enjamba une lampe cassée avec dédain. « Il faut que ça cesse », dit Lydia en croisant les bras. « Tu m'as assez humiliée. Tu laisses ta future Luna plantée à l'hôtel de notre fête de fiançailles pour courir après une servante en fuite. C'était ma compagne, » rugit Dominique. Le son fit trembler les vitres restantes. « C'était un handicap », rétorqua Lydia, sa voix baissant jusqu'à un sifflement venimeux. Elle était faible, Dominique. Elle n'avait aucune valeur politique. Elle a fui parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas rivaliser. Si elle est partie, bon débarras. Maintenant, remets-toi en état. Le Conseil du Sud arrive à midi pour finaliser le traité. Tu dois avoir l'air d'un roi, pas d'un chiot au cœur brisé. Dominique regarda Lydia. Pour la première fois, il la vit vraiment. Il vit le calcul froid dans ses yeux bleus. Il vit le manque total d'empathie. Il vit la femme qu'il avait choisie à la place de celle qu'il avait aimée pour lui-même. Une vague de nausée le submergea. « Sors », murmura Dominique. « Excuse-moi ?»« J'ai dit « sors », beugla Dominique, sa voix d'alpha la frappant comme un coup physique. Lydia recula, les yeux écarquillés de choc. Elle fuit la pièce. Dominique se retourna vers Kyle. « Continue de chercher. Peu importe si ça prend 10 ans. Engage des détectives privés. Vérifie les hôpitaux humains. Vérifie les morgues. Vérifie tout. » 2 ans plus tard, la meute Sterling était plus riche qu'elle ne l'avait jamais été. L'alliance avec le Sud avait créé une superpuissance surnaturelle qui contrôlait toute l'économie de la côte ouest. Il possédait des sénateurs, des compagnies maritimes et les plus beaux biens immobiliers. Mais la maison de la meute était un tombeau. Dominique Sterling était assis en bout de la longue table en acajou de la salle du conseil. Il était impeccablement vêtu d'un costume anthracite. Il était plus massif maintenant, plus musclé, plus large, endurci. Son visage était un masque d'indifférence stoïque. Il était l'alpha le plus craint de l'hémisphère. Il était aussi l'homme le plus seul au monde. Les routes commerciales à travers l'Oregon sont sécurisées, dit Lydia, assise à sa droite. Elle portait un collier de diamants qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Elle était techniquement la Luna, mais seulement de titre. Ils partageaient une chambre, mais Dominique dormait sur le canapé de son bureau. Ils apparaissaient ensemble au gala, mais il ne la touchait jamais. L'union n'avait été qu'une formalité, une morsure au cou sans la connexion qui lie les âmes. Lydia le haïssait pour cela, et il la haïssait d'exister. « Bien », dit Dominique, sans lever les yeux de ses dossiers. « Il y a un autre problème, Alpha », dit Cal de l'autre bout de la table. Cal avait l'air fatigué. Il avait vieilli de 10 ans au cours des 2 dernières années. La pourriture. La pièce devint silencieuse. La pourriture était un nouveau pathogène terrifiant qui attaquait les meutes de loups-garous en Europe. Cela commençait par une toux, puis l'incapacité à se transformer, et enfin une défaillance totale des organes. C'était agressif, et ça se propageait. Je pensais que c'était contenu dans les Alpes françaises, dit Dominique, levant enfin les yeux. Ça l'était, dit Kyle d'un air sombre. Mais nous avons un cas dans le camp d'entraînement. Le sang de Dominique se glaça. Qui ? Le jeune Léo, le fils du Gamma. Un murmure de peur parcourut le conseil. Si c'était dans le camp d'entraînement, ça pouvait être partout. Nous avons besoin des meilleurs, dit Dominique en se levant. Peu m'importe le coût. Faites venir tous les spécialistes du CDC, de l'OMS. Je m'en fiche. Nous avons essayé, Alpha, dit Kyle en faisant glisser un dossier sur la table. La médecine conventionnelle ne fonctionne pas. Les médecins humains ne comprennent pas notre physiologie. Mais il y a une rumeur, la rumeur d'une spécialiste à Genève, une chirurgienne fantôme qui opère depuis une clinique privée. On dit qu'elle a percé le code de la génétique lican humaine. Dominique ouvrit le dossier. Il n'y avait pas de photo, juste un nom et une réputation légendaire dans le milieu médical clandestin. Dr Sierra Thorne, lut Dominique à voix haute. Elle est chère, nota Kyle, et elle est notoirement privée. Elle ne fait pas de visites à domicile. Alors nous irons à elle, dit Dominique en refermant le dossier d'un coup sec. Préparez le jet. Nous partons pour la Suisse ce soir. Dominique sentit une étrange traction dans sa poitrine. Une lueur. Le mur de briques dans son esprit, celui que Sienna avait construit, sembla trembler. Il l'ignora. Il avait une meute à sauver.
Il ne savait pas qu'il volait droit dans la tempête qu'il pensait avoir fui. Genève, en Suisse, était une ville de glace, d'argent et de secrets. C'était l'endroit parfait pour une femme qui voulait être les trois à la fois. Le docteur Sierra Thorne se tenait dans la salle de préparation de la clinique du lac, retirant ses gants en latex. Ils étaient tachés de sang mêlé d'argent. « Les signes vitaux sont stables », dit une voix dans l'interphone. « Excellent travail, docteur. L'extraction du nitrate d'argent a été un succès. L'alpha remarchera. Gardez-le sous sédatif pendant 24 heures, ordonna Sierra, sa voix froide et autoritaire. Et dites à sa meute que si je les surprends à essayer de lui donner de la viande crue avant que ses intestins ne soient aguerris, je le renverrai personnellement. Elle sortit dans le couloir, enlevant sa charlotte chirurgicale. 2 ans. Il avait fallu 2 ans pour construire tout ça. Sienna Mercer était morte. À sa place se tenait le docteur Sierra Thorne. Ses cheveux étaient différents, coupés en un carré chic et effilé, et teints d'un blond platine assorti à la neige suisse. Elle portait des lentilles de contact qui transformaient ses yeux marron chauds en un noisette glacial saisissant. Elle s'habillait de blouse en soie sur mesure et de jupe crayon, marchant avec l'assurance d'une femme qui tenait la vie et la mort entre ses mains. Elle n'était plus seulement un médecin, elle était le médecin. Elle avait utilisé l'argent du coffre-fort pour s'acheter une nouvelle identité, terminer son diplôme spécialisé en un temps record sous un pseudonyme, et ouvrir cette clinique. Elle s'occupait de l'élite surnaturelle. Des vampires avec des troubles sanguins, des fées avec un empoisonnement au fer, et des loups-garous avec des blessures de combat que les hôpitaux humains ne pouvaient pas expliquer. Elle était riche, elle était respectée, elle était libre. Café. Sierra leva les yeux. Le docteur Adrien Cross était appuyé contre le cadre de la porte de son bureau, tenant 2 tasses fumantes. Adrien était d'une beauté presque injuste, grand, avec des cheveux blonds cendrés et des yeux qui se plissaient quand il souriait. Il était le chef de l'immunologie à la clinique. Il était humain, mais il connaissait le monde surnaturel. Il était aussi la seule personne à Genève qui faisait sourire Sienna pour de vrai. « Tu me sauves la vie, Adrien ?» dit-elle en prenant la tasse. « Chirurgie difficile ?» demanda-t-il, la suivant dans son bureau. Le bureau était un sanctuaire de verre et d'acier surplombant le lac de Genève. « Compliqué », admit-elle. « L'ego d'un alpha est plus difficile à recoudre que sa peau. » Adrien rit. Il s'assit sur le bord de son bureau. « En parlant d'alpha, nous avons un problème, ou plutôt une opportunité, selon la façon dont on voit les choses. » Sierra sirota son café. « Je ne prends pas de nouveaux patients avant le mois prochain, Adrien. Mon planning est complet. Tu voudras peut-être voir celui-ci ?» dit Adrien, sa voix devenant sérieuse. Il lui tendit une tablette. Sierra jeta un œil à l'écran. Son cœur s'arrêta. Il sauta littéralement un battement. Un bruit sourd contre ses côtes. Demande de consultation urgente. Patient. Léo Miller. Enfant. 10 ans. Affiliation. Meute Sterling. Washington. USA. Personne à contacter. Alpha Dominique Sterling. La tasse trembla dans sa main. Une petite éclaboussure de café atterrit sur le bureau blanc immaculé. « Ils sont ici », murmura-t-elle. « Ils ont atterri il y a 1 heure », dit Adrien, la regardant attentivement. « Ils vous ont demandé spécifiquement. Apparemment, ils ont un cas de pourriture. C'est grave, Sierra. C'est un enfant. Léo. » Elle se souvenait de Léo. C'était le fils du gamma. Elle lui avait fait ses vaccins quand il était petit. Il avait l'habitude de lui apporter des fleurs sauvages. « Refuse la demande », dit Sierra en se levant brusquement. Elle se tourna vers la fenêtre, son souffle embuant la vitre. « Envoie-les à l'établissement de Berlin. Berlin a un taux de survie de 40% pour la pourriture, » dit doucement Adrien. « Tu en as 90%. Je ne peux pas le faire, Adrien. » « Pourquoi ?» Adrien se leva et s'approcha d'elle. Il ne la toucha pas. Il connaissait ses limites, mais il se tenait assez près pour offrir son soutien. « Tu n'as jamais refusé un enfant. Parce que cette meute... » Sierra ferma les yeux. « Cette meute est la raison pour laquelle je suis ici. L'alpha, c'est lui qui m'a brisée. » Adrien resta silencieux. Il savait qu'elle avait un passé, qu'elle avait fui une mauvaise rupture, mais il n'en connaissait pas les détails. « Il t'a rejeté, » devina Adrien. « Il m'a échangé, » corrigea-t-elle, sa voix se durcissant, comme du bétail pour un traité. « Alors fais-le payer, » dit Adrien. Sierra se tourna pour le regarder, surprise. « Quoi ? Si tu les renvoies, le garçon meurt. Dominique Sterling rentre chez lui, triste, mais il passe à autre chose. Mais si tu sauves le garçon, » les yeux d'Adrien brillèrent. « Si tu sauves le garçon, tu détiens le pouvoir. Tu forces l'alpha à te devoir une dette de vie. Tu le forces à te regarder dans les yeux et à voir exactement ce qu'il a jeté. Ne te cache pas, Sierra. Élève-toi. » Sierra regarda de nouveau la tablette. Elle vit le nom Sterling.
Elle sentit la sensation fantôme du lien. Il grattait contre le mur de briques. Sentant la proximité, Dominique était dans la ville. Elle regarda son reflet dans la fenêtre, les cheveux platines, le tailleur strict, les yeux froids. Elle n'était pas Sienna Mercer, la fille en robe verte qui pleurait dans la salle de bain. Elle était le docteur Thorne, et le docteur Thorne ne fuyait pas. « D'accord », dit Sierra. Sa voix était stable, d'un calme mortel. « Approuve la consultation. »« Pour quand ?» demanda Adrien. « Demain matin, 9h précises. » Elle se dirigea vers son bureau et ouvrit un tiroir, sortant un tube de rouge à lèvres rouge sang. Et Adrien ? Oui, triple les honoraires. Adrien eut un sourire en coin. C'est fait. Le lendemain matin, la salle de conférence de la clinique du lac était stérile et intimidante. Dominique était assis d'un côté de la table en verre, Cale à ses côtés. Il semblait déplacé dans cet environnement futuriste et immaculé. C'étaient des créatures de la forêt, piégées dans une cage de science. Dominique était agité. « Nous attendons depuis 20 minutes, gronda-t-il. Pour qui se prend cette femme ? La seule qui puisse sauver Léo, lui rappela Cal. La porte s'ouvrit dans un sifflement. Le son de talons aiguilles cliquant sur le sol en marbre résonna de manière rythmée. Clic, clic, clic. Dominique leva les yeux. Une femme entra. Elle portait une blouse de laboratoire blanche par-dessus une robe pourpre qui lui allait comme une seconde peau. Ses cheveux platines étaient aussi tranchants qu'une lame. Elle tenait une tablette contre sa poitrine. Elle ne regarda pas Cale. Elle regarda droit vers Dominique. Dominique fronça les sourcils. L'odeur, quelque chose n'allait pas. Elle sentait l'antiseptique, le parfum cher et autre chose. Quelque chose d'exaspérément familier, enfoui sous des couches de suppresseurs chimiques. « Messieurs, » dit-elle. Sa voix était plus basse, plus rauque qu'il ne s'en souvenait, mais la cadence toucha une corde sensible au plus profond de sa colonne vertébrale. « Docteur Thorne. » Dominique se leva, tendant la main. « Merci de nous recevoir. » Elle ne prit pas sa main. Elle la regarda, puis leva les yeux vers son visage. Ses yeux noisettes le sondaient, sans être impressionnés. « Asseyez-vous, monsieur Sterling, » dit-elle froidement. « Je facture à la minute, et vous me faites perdre mon temps. » Dominique se raidit. Personne ne lui parlait de cette façon. Mais il s'assit. « Le garçon, » dit-elle en tapotant l'écran sur le mur. Un scanner IRM apparut. « Stade 3, décomposition nécrotique. Vous avez attendu trop longtemps. »« Nous ne savions pas, » plaida Cale. « Pouvez-vous le sauver ?» Elle se tourna vers Cale. Pendant une seconde, son masque glissa. Une lueur de chaleur. « Je le peux, mais le traitement est agressif et nécessite un donneur. »« Je le ferai, » dit Dominique instantanément. « Je suis l'alpha. Mon sang est le plus fort. » Le docteur se retourna vers Dominique. Elle contourna la table, s'arrêtant à quelques centimètres de lui. Elle se pencha. Dominique pouvait voir les paillettes d'or dans ses lentilles à noisettes. Il pouvait sentir la chaleur qui émanait d'elle. « Votre sang n'est pas compatible, Alpha, » dit-elle. Le mot « alpha » sonnait comme une insulte sur sa langue. Parce que la pourriture se nourrit d'arrogance. Elle se nourrit de la testostérone des mâles dominants. Dominique plissa les yeux. « Est-ce que je vous connais ?» Elle sourit. C'était le même sourire que dans la salle de bal. Le sourire qui avait hanté ses cauchemars pendant 2 ans. Froid, chirurgical, vide. « Je ne suis qu'un médecin, monsieur Sterling, » murmura-t-elle. « Mais vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Elle se recula et jeta un contrat sur la table. « Signé ici. Les honoraires s'élèvent à 5 millions de dollars d'avance. Et une autre condition. »« N'importe quoi, » dit Dominique, son regard fixé sur son visage, essayant de résoudre l'énigme. « Je veux la garde médicale complète du patient, » dit-elle. « Le garçon reste ici, à Genève, sans vous. Je ne peux pas laisser un membre de la meute derrière moi, » argumenta Dominique. « Alors il meurt, » dit-elle en tendant la main vers le dossier pour le fermer. Dominique abattit sa main sur le contrat. « Très bien, je signe. » Il signa son nom d'un trait lourd. Le docteur Dorn ramassa le papier, vérifiant la signature. « Excellent, » dit-elle. « Le docteur Cross vous raccompagnera. » Elle se tourna pour partir. « Attendez, » lança Dominique. Il ne put s'en empêcher. « Votre odeur, c'est... » Elle s'arrêta à la porte. Elle ne se retourna pas. « C'est Chanel numéro 5, monsieur Sterling, » dit-elle. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une vie à sauver, chose dont vous ne savez manifestement rien. » La porte se referma dans un sifflement. Dominique s'effondra dans sa chaise, son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes. « Cale, » souffla Dominique, le visage pâle. « Oui, patron. » Ce n'était pas le docteur Thorne. « Que veux-tu dire ?» Dominique regarda la porte fermée, un mélange d'horreur et d'un espoir désespéré et angoissant inondant ses veines. C'était Sienna. Dominique n'attendit pas de permission. Il n'attendit pas de rendez-vous.
10 minutes après avoir réalisé la vérité, il passa en trombe devant la réception de la clinique du lac, ignorant les protestations des infirmières suisses. Il se déplaçait uniquement à l'odeur. Maintenant qu'il savait quoi chercher, maintenant qu'il avait percé les couches d'antiseptiques et de parfums chers, il pouvait sentir les faibles notes sous-jacentes de vanille et de pluie qu'il avait hantées pendant 2 ans. Il atteignit la porte en verre dépoli de son bureau et la poussa. « Sierra, Sienna !» Elle se tenait près de la fenêtre, examinant un graphique holographique. Elle ne tressaillit pas. Elle ne se retourna pas. « Vous êtes sur une propriété privée, Alpha Sterling, » dit-elle, sa voix calme. « La sécurité sera là dans 30 secondes. »« Renvoyez-les !» gronda Dominique, en claquant la porte et en la verrouillant. Il marcha vers elle, l'air dans la pièce s'épaississant de ses phéromones. Une odeur lourde et autoritaire destinée à soumettre une compagne. Sienna se tourna lentement. Elle ne se recroquevilla pas. Elle ne baissa pas le regard. Elle s'adossa au rebord de la fenêtre, croisant les bras sur sa poitrine. « Vous gaspillez votre énergie, » dit-elle sèchement. « Votre commandement d'Alpha ne fonctionne pas sur moi. Vous avez perdu ce privilège la nuit où vous avez trinqué à une autre femme. C'est toi, » souffla Dominique, s'arrêtant à 1 mètre d'elle. Il regarda son visage, cherchant la fille qu'il connaissait. La structure osseuse était la même, mais la douceur avait disparu. Ses yeux étaient durs, calculateurs. « Pourquoi ? Pourquoi as-tu simulé ta mort ? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu t'étais noyé ? » « Je n'ai pas simulé ma mort, » répondit Sienna en vérifiant sa montre. Sienna Mercer est morte cette nuit-là. C'était une fille pathétique et naïve, qui pensait que l'amour suffisait pour survivre dans ton monde. Je l'ai tuée pour pouvoir devenir quelqu'un qui ne serait pas écrasé par des hommes comme toi. Je t'ai cherché. La voix de Dominique se brisa. Pendant 2 ans, Sienna, j'ai retourné le monde entier. Vraiment ? Elle haussa un sourcil. Ou as-tu simplement essayé d'apaiser ta culpabilité ? M'as-tu cherché, moi ? Ou as-tu cherché la chose confortable et facile que tu as jetée ? J'ai fait une erreur. Dominique se rapprocha, sa main s'avançant pour toucher son bras. Sienna bougea plus vite qu'il ne s'y attendait. Elle l'esquiva, mettant le lourd bureau en chaîne entre eux. Une erreur, c'est oublier de passer au pressing, Dominique. Amener ta maîtresse à notre anniversaire et annoncer tes fiançailles avec elle devant 300 personnes, ce n'est pas une erreur, c'est une transaction. Tu m'as vendu. Je l'ai fait pour la meute, rugit Dominique, perdant tout contrôle. Le Sud allait couper nos lignes d'approvisionnement. Nous serions morts de faim. J'ai sacrifié mon bonheur pour la survie de mon peuple. Et regarde-toi maintenant. Sienna fit un geste vers lui. Tu es misérable. Ton loup est instable. Et ton alliance avec le Sud a amené la pourriture sur ton territoire. Dis-moi, roi, est-ce que ça en valait la peine ? Dominique se tut. La vérité de ses paroles le frappa comme un coup physique. Non, ça n'en avait pas valu la peine. Je peux arranger ça, dit Dominique, sa voix baissant jusqu'à un murmure désespéré. Rentre à la maison. J'annulerai le mariage avec Lydia. Je ferai de toi la Luna. Je me fiche de la politique maintenant. Je te veux juste, toi. Sienna rit. C'était un son sombre et sans humour. Tu ne comprends toujours pas, dit-elle en secouant la tête. Je ne veux pas être ta Luna. Je ne veux pas être ta maîtresse secrète. Je suis le docteur Sierra Thorne. Je possède cette clinique. J'ai ma propre vie, mon propre argent et ma propre liberté. Pourquoi échangerais-je tout ça pour retourner à Washington et laver tes chaussettes en attendant que tu décides que je suis à nouveau utile ? Avant que Dominique ne puisse répondre, l'interphone sonna. « Dr Thorne, nous sommes prêts pour la procédure de Dawn. » Le garçon s'affaiblit. L'expression de Sienna passa instantanément du mépris à la concentration professionnelle. Elle appuya sur le bouton. « J'arrive. » Elle regarda Dominique. « Nous avons fini de parler. Si tu veux que Léo vive, tu resteras à l'écart. Si je te vois près de mon bloc opératoire, je te ferai administrer un sédatif et je te ferai expulser. » Elle passa devant lui, son épaule effleurant la sienne. Pendant une fraction de seconde, l'étincelle jaillit, cette secousse électrique du lien de partenaire. Dominique halta. Sienna serra les dents, sa démarche vacillant une milliseconde avant qu'elle ne se force à continuer à marcher. L'opération dura 10 heures. Dominique les passa à faire les 100 pas dans la salle d'attente comme un animal en cage. Kyle était assis dans un coin, le regardant d'un air las. « Elle a changé », dit Kyle à voix basse. « Elle est magnifique », murmura Dominique en fixant les portes battantes. « Je l'ai brisée, Cal, et elle s'est reconstruite en une forteresse. »« La question est, » demanda Cal, « peux-tu franchir les murs ?» À minuit, les portes s'ouvrirent. Sienna sortit. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, sa blouse de laboratoire tachée. Elle retira sa charlotte. « Il est stable », dit-elle en s'adressant à Kyle. « La greffe a pris. Il aura besoin d'1 semaine d'isolement, mais la nécrose s'est arrêtée.
Dominique laissa échapper un souffle qu'il ne savait pas retenir. « Merci. » Sienna ne l'ignora pas. Elle se tourna vers une infirmière. « Préparez le dossier post-opératoire. Je vais me reposer dans mon bureau. »« Docteur !» Une voix aiguë et stridente déchira l'air stérile. Les portes de l'ascenseur au bout du couloir s'étaient ouvertes. Lydia vint en sortit, flanquée de 2 gardes du sud. Elle portait un manteau de fourrure et avait l'air furieuse. « Lydia !» Dominique fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue voir ce qui prenait tant de temps, » lança Lydia en s'approchant. Elle regarda Sienna avec dédain. « Alors, c'est elle, la faiseuse de miracles. Vous ressemblez à une infirmière glorifiée. » Sienna se redressa lentement. Elle regarda Lydia. La reconnaissance dans les yeux de Lydia fut lente, mais quand elle frappa, elle fut explosive. Le visage de Lydia devint pâle, puis rouge. « Toi, bonjour Lydia, » dit calmement Sienna. « Tu es censée être morte, » cria Lydia. Elle pointa un doigt manucuré vers Dominique. « Tu savais ? Tu nous as amenés ici pour la voir. Je nous ai amenés ici pour sauver un enfant. » Dominique s'interposa entre elles. « Calme-toi, Lydia. »« Certainement pas, » siffla Lydia. Elle se tourna vers ses gardes. « Emmenez cette femme. C'est une traîtresse à la meute Sterling. C'est une fugitive. Selon la loi, sa place est dans les cellules. » Les gardes hésitèrent. C'était un terrain neutre. « J'ai dit, arrêtez-la !» hurla Lydia. L'un des gardes tendit la main vers Sienna. Snap. Avant que la main du garde ne puisse la toucher, il était au sol. Sienna n'avait pas bougé. Mais Adrien Cross, si. Le docteur en immunologie était sorti de l'ombre, maniant un taser avec une efficacité experte. Au même moment, l'équipe de sécurité de la clinique, des hommes massifs et imposants qui ressemblaient plus à des mercenaires qu'à des gardiens de centre commercial, encercla le groupe. Sienna s'avança. Elle baissa les yeux vers le garde gémissant sur le sol, puis leva les yeux vers Lydia. « Vous semblez confuse, mademoiselle Vin, » dit Sienna, sa voix dégoulinant de glace. « Vous n'êtes pas à Washington, vous êtes dans ma clinique. Dans ce bâtiment, c'est moi l'alpha, et vous êtes sur une propriété privée. » Elle se tourna vers son chef de la sécurité. « Escortez mademoiselle Vin à l'aéroport. Si elle résiste, administrez-lui un sédatif. »« Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Lydia, alors que 2 gardes lui saisissèrent les bras. « Je suis la reine Luna. »« Pas ici, » dit Sienna en lui tournant le dos. « Ici, vous n'êtes qu'un microbe. » Tandis que Lydia était traînée, hurlant des menaces, Dominique observait Sienna. Il voyait le pouvoir qu'elle détenait. Il voyait la loyauté de son personnel. Et pour la première fois, il réalisa que la reconquérir ne serait pas seulement difficile, ce serait peut-être impossible. Parce qu'elle n'avait pas besoin de lui. Elle était devenue le roi qu'il était censé être. L'euphorie de la réussite de l'opération fut de courte durée. 24 heures plus tard, les alarmes retentissaient dans l'unité de soins intensifs. Sienna courait dans le couloir avant même que son beeper ait fini de sonner. Elle fit irruption dans la chambre de Léo. Le garçon convulsait, son moniteur affichant une ligne plate. « Code bleu !» cria Adrien, effectuant des compressions thoraciques sur le garçon. « Il fait une crise. La température monte en flèche. 42 degrés. C'est impossible !» lança Sienna, en vérifiant sa réaction pupillaire. La greffe était saine. Ce n'est pas la pourriture. Elle attrapa une seringue. « Poussez 5 mg de diazépam. Faites-moi un bilan toxicologique, en urgence. » Ils travaillèrent sur lui pendant 20 minutes. Finalement, la crise cessa. Le rythme cardiaque du garçon se stabilisa, mais il était faible. Sienna se tenait au-dessus du lit, respirant fort. Elle regarda la poche de sang suspendue à la potence de la perfusion. Elle regarda la peau pâle du garçon. « Adrien, » murmura-t-elle, « regarde les veines. » Adrien se pencha. Autour du site d'injection, les veines devenaient noires. Pas le gris nécrotique de la maladie, mais une toile d'araignée noire d'encre bien nette. « De la napelle de loup ?» demanda Adrien, horrifié. De la napelle de loup de synthèse, corrigea Sienna, son esprit tournant à plein régime. Mélangé à un anticoagulant. Quelqu'un ne voulait pas que la pourriture le tue. Quelqu'un voulait s'assurer qu'il meure sur la table. Elle se retourna, ses yeux flamboyants d'une fureur qui terrifia les infirmières. « Verrouillez l'aile », ordonna-t-elle. « Personne ne sort, personne n'entre. Analysez cette poche de perfusion à la recherche d'empreintes. » Elle sortit en trombe de l'unité de soins intensifs, se dirigeant droit vers la salle d'attente. Dominique et Cal dormirent sur les chaises. Ils se réveillèrent instantanément lorsque les portes s'ouvrirent en claquant. « Que s'est-il passé ?» demanda Dominique, sentant la violence dans son aura. « Est-ce que Léo ? Il est en vie ?» dit Sienna. À peine. Elle s'approcha de Cal, l'attrapa par les revers de sa veste et le plaqua contre le mur. « Hé !»
cria Dominique, se déplaçant pour intervenir. « Restez en arrière !» gronda Sienna à l'adresse de Dominique, montrant ses canines. Elle se retourna vers Cale. Qui a préparé les sacs de transport? Qui a eu accès à Léo avant qu'il ne monte dans le jet? Je ne sais pas, balbutia Cale, choqué par sa force. L'équipe médicale et le personnel de la Luna? Sienna le relâcha. Lydia. Lydia? Dominique fronça les sourcils. Lydia est beaucoup de choses, Sienna. Mais elle ne tuerait pas un enfant. C'est la fille d'un alpha. C'est une politicienne, hurla Sienna. Réfléchis, Dominique. Pourquoi la pourriture est-elle apparue dans ton camp d'entraînement? Pourquoi un seul cas? Pourquoi Léo? Léo est le fils du Gamma. S'il meurt sous ta garde, le Gamma perd confiance. La meute se fracture. Qui profite d'une meute Sterling fracturée? Dominique se figea. Le Sud. Elle l'a empoisonné, dit Sienna, arpentant la pièce. Elle l'a empoisonné pour te forcer à venir ici, ou pour le tuer et rejeter la faute sur mon incompétence. Elle a essayé de saboter l'opération. C'est une lourde accusation, dit lentement Dominique. Nous avons besoin de preuves. Tu veux des preuves? La porte s'ouvrit. Adrien entra. Il tenait un sac de preuves en plastique. À l'intérieur se trouvait une petite fiole vide, trouvée dans la poubelle de la salle de bain privée de la suite d'attente VIP, celle que Lydia avait utilisée pendant 10 minutes avant de faire irruption dans le couloir. La spectroscopie le confirme, dit sombrement Adrien. Souche synthétique d'aconie concentrée, fabriquée à Atlanta, la capitale du Sud. Dominique fixa la fiole. La trahison était absolue. Ce n'était plus seulement un mauvais mariage. C'était un acte de guerre. Lydia n'avait pas seulement trompé ou menti. Elle avait tenté d'assassiner un enfant de sa meute pour organiser un coup d'État. La température dans la pièce chuta. Dominique devint très, très silencieux. Quand il leva les yeux, ils étaient entièrement noirs. Le loup était aux commandes. « Où est-elle » demanda Dominique. Sa voix ne semblait pas humaine. « Elle est à l'aéroport », dit Sienna en consultant sa tablette. Son jet privé est enregistré pour un départ dans 30 minutes. Dominique se tourna vers la porte. « Dominique » l'appela Sienna. Il s'arrêta. « Ne la tue pas » dit Sienna. Dominique se retourna, surpris. « Elle a essayé de me détruire. Elle a essayé de te piéger. Si tu la tues, tu déclenches une guerre avec le Sud qui fera des milliers de morts, dit Sienna, sa logique tranchant à travers sa rage. Tu es un roi, pas un voyou. Agis comme tel. Alors que dois-je faire? Demanda Dominique, la regardant pour obtenir des conseils, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Sienna s'approcha de lui. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit une clé USB. Cette clé contient les enregistrements de sécurité de la salle d'attente. On la voit jeter la fiole. Elle contient aussi les rapports toxicologiques. Elle plaça la clé dans sa main. Ses doigts effleurèrent sa paume. La chaleur était indéniable. Mais cette fois, aucun des deux ne se retira. « Tu vas à cet aéroport, » dit doucement Sienna. « Et tu ne la tues pas, tu la détruis. Tu la dépouilles de son titre, de son alliance et de sa dignité. Tu la renvoies à son père en disgrâce. Tu mets fin au traité selon tes propres termes. » Dominique referma ses doigts sur la clé. Il regarda Sienna avec un mélange d'admiration et de profond regret. « Tu devrais être celle qui fait ça, » dit-il. « Tu es née pour régner. C'est ce que je fais. » Sienna fit un geste vers sa clinique. « Ceci est mon royaume. Maintenant, va sauver ta meute. » Dominique hocha la tête. Il se tourna vers Cal. « Prends la voiture. » Alors qu'ils atteignaient la porte, Dominique s'arrêta. « Si, oui, quand j'aurai fini, est-ce que je pourrai revenir ?» Sienna le regarda. Elle regarda l'homme qui avait brisé son cœur et l'homme qui était maintenant prêt à incendier le monde pour venger un enfant. Léo doit être surveillé pendant 3 jours, dit-elle, sa voix neutre. J'attends que vous payiez votre facture avant de partir. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non. » Dominique hocha la tête d'un air sombre et déterminé. Il sortit dans la nuit suisse, le prédateur enfin réveillé, se dirigeant vers l'aéroport pour démanteler la princesse du Sud, pièce par pièce. Mais alors qu'il était assis à l'arrière de la voiture filant à toute allure, son esprit n'était pas tourné vers la vengeance qu'il était sur le point d'accomplir. Il était tourné vers la femme en blouse blanche. Il s'était attendu à des larmes. Il avait eu un sourire froid. Et maintenant, il réalisait que s'il voulait un jour réchauffer ce sourire, il devrait passer le reste de sa vie à ramper sur les débris de verre qu'il avait lui-même éparpillés sur le sol. Les vents sur l'aérodrome privé de Genève hurlaient comme un animal blessé, fouettant la neige sur le tarmac gris. Lydia Vin se tenait au pied de l'escalier d'embarquement, criant à son pilote de défier la tour de contrôle, son manteau de vison blanc serré autour d'elle comme un bouclier.
On part maintenant, criait-elle. Je me fiche de l'autorisation. Tu ne vas nulle part, Lydia. La voix trancha à travers la tempête, amplifiée par une résonance surnaturelle terrifiante. Lydia se figea. 3 SUV noirs avaient encerclé son jet, moteurs au ralenti. Dominique Sterling sortit du véhicule de tête, son manteau flottant derrière lui. Il ne ressemblait pas à un ex-fiancé au cœur brisé. Il ressemblait à un juge. « Dominique !» balbutia Lydia, faisant signe à ses gardes. « Tenez-le à distance. Baissez les armes !» ordonna Dominique. Le commandement d'Alpha frappa les gardes, les figeant sur place. « À moins que vous ne vouliez mourir pour une femme qui empoisonne les enfants. » Il monta les escaliers, tenant la clé USB que Sienna lui avait donnée. « Nous avons le rapport toxicologique. Nous avons les images de toi te débarrassant de la napelle de loup. C'est fini. Je l'ai fait pour la meute. » pleura Lydia, des larmes désespérées gelant sur ses joues. Je devais prouver qu'elle était faible. Je devais sécuriser l'Alliance du Sud. L'Alliance est morte, dit calmement Dominique. Il sortit le téléphone volé de Lydia de sa poche et le leva. L'écran brillait d'un appel en cours. « Et ton héritage aussi, Alpha 20, avez-vous entendu ses aveux ?» Une voix furieuse crépita dans le haut-parleur. « J'ai entendu que tu as couvert notre lignée de honte, Lydia. Le Conseil du Sud te désavoue. Ne reviens pas à Atlanta. » La ligne se coupa. Lydia s'effondra sur les marches métalliques, sanglotant. Elle n'était plus une princesse. Elle était un handicap. « Tue-moi » murmura-t-elle, levant les yeux vers Dominique. « Finis-en, c'est tout. » Dominique tendit la main, arrachant le pendentif aux armoiries Sterling de son cou. Il jeta la chaîne en or sur l'asphalte humide. « Non, dit-il. La mort est trop facile. Tu es exilée, Lydia. Tu es une renégate. Si jamais tu poses le pied sur les terres Sterling, tu seras chassée. Va vivre avec la connaissance que tu avais tout et que tu as tout perdu parce que tu as été cruel. » Il lui tourna le dos à sa silhouette gémissante et s'éloigna. La neige craquait sous ses bottes, enterrant le passé. Le soleil se reflétait de manière aveuglante sur le lac de Genève, alors que Dominique se tenait dans le hall de la clinique du lac. Sienna descendait les escaliers, non pas en blouse de laboratoire, mais dans un doux pull en cachemire. Elle avait l'air radieuse et totalement hors de sa portée. « Léo est réveillé, » dit-elle doucement. « Il demande son Alpha. Je vais le voir, » dit Dominique. Il fit glisser un chèque sur le comptoir de la réception. 5 millions plus les intérêts. Sienna y jeta un œil. « Merci. Maintenant, vous devriez y aller. Votre jet vous attend. » Sienna. Dominique se rapprocha, sa voix rauque. « Reviens avec moi. J'ai exilé Lydia. Le Pentus est à toi. Sois ma Luna. Laisse-moi réparer ça. » Sienna soupira, regardant les Alpes enneigées. « Je ne peux pas, Dominique. »« Tu ne m'aimes pas ? Je t'aime, » admit-elle en se tournant vers lui, ses yeux noisettes tristes mais fermes. « Mais j'aime encore plus la femme que je suis devenue ici. Si je retourne à Washington, je ne suis que la fille que tu as brisée. Ici, je suis le Dr Thorne. Je ne renoncerai pas à ça pour être un trophée à ton bras. » Dominique sentit son cœur se fissurer, mais il hocha la tête. Il comprenait maintenant. « Alors, c'est un adieu. » Sienna sourit, un sourire sincère et chaleureux qui atteignit ses yeux. Elle sortit une carte de sa poche. « Je ne viens pas à Washington pour laver tes chaussettes, Dominique, mais le vol depuis Seattle ne dure que 11 heures. » Elle lui tendit la carte. « Si tu veux le Dr Thorne, tu dois la mériter. Tu dois sortir avec moi. Tu dois me courtiser. Et tu dois le faire sur mon territoire. » Dominique prit la carte comme si c'était une bouée de sauvetage. Un défi, une seconde chance. « Je serai de retour vendredi prochain, » jura-t-il. « Apporte du chocolat suisse, » le taquina-t-elle en s'éloignant. « Et ne sois pas en retard. » Dominique Sterling a appris que le pouvoir n'est pas une question de contrôle. C'est une question d'humilité. Il s'attendait à ce que Sienna craque, mais au lieu de cela, elle a construit une forteresse de glace et de succès dans laquelle il ne pouvait entrer que sur invitation. Il pensait pouvoir échanger l'amour contre un héritage, pour finalement réaliser qu'un héritage sans amour n'est que poussière. Sienna a prouvé que le geste le plus fort qu'une femme puisse faire n'est pas de crier ou de supplier, mais de sourire, de s'en aller et de devenir si brillante que son ex doit traverser un océan juste pour lui demander un café. Et c'est l'histoire de l'Alpha qui a reçu un sourire froid au lieu de larmes. Qu'en pensez-vous ? Sienna a-t-elle été trop indulgente en le laissant la courtiser à nouveau ? Ou le fait de lui faire parcourir 8000 km pour un rendez-vous était-il le coup de maître ultime ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance et de rédemption, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. D'ici là, gardez vos standards élevés et vos sorties spectaculaires.